On va sortir un peu du numérique pour rentrer dans l'objet et la matière, puisque Nicolas a fait la Coupe de l'Amérique avec Groupama Team France, et il est parti aux Bermudes avec une imprimante 3D. Et donc là, on a vraiment le retour du terrain le plus brut qui soit. Nicolas, c'est à toi. Merci. Bonjour à tous et merci d'assister à ma présentation. Donc, je suis Nicolas Legrière, je suis ingénieur en électronique chez Groupama Team France. Comme disait Pierre-Yves, on a été amené à faire la Coupe de l'Amérique et donc à concevoir avant le bateau pour se rendre sur cet événement. Donc je vais vous présenter, moi je suis ingénieur en électronique, donc je vais vous parler de l'utilisation de l'imprimante 3D dans le cadre de mon métier, donc c'est assez centré sur l'électronique. Donc je vais d'abord faire une petite introduction sur la Coupe de l'Amérique qui un petit peu explique les besoins qu'on avait aussi. Donc les besoins, contraintes, le matériel qu'on a utilisé pour réaliser différents types de pièces, donc notamment des capteurs, des commandes pour le bateau, des afficheurs, et je vous parlerai aussi de la fabrication additive en titane qu'on a utilisée pour une pièce structurelle. Donc ça c'est un collègue qui m'a transmis quelques informations, donc j'en parlerai aussi. Et je vous ferai un retour d'expérience sur l'impression 3D, et puis les perspectives et les applications à la course au large en général, et puis aussi en électronique. Voici, donc là c'est le planning en fait qui a été assez serré pour la préparation du bateau pour la Coupe de l'Amérique. Donc le projet a été lancé en 2013. Sur le bassin lorientais, tout le monde en a entendu parler, je pense qu'au niveau national un petit peu aussi. Donc en juin 2015, il y a eu le démarrage à proprement parler du projet. Et en juillet 2016, on a réalisé le baptême du bateau qu'on avait appelé le classe AC Test, parce qu'on n'avait pas le droit de s'entraîner en fait avec un AC50 avant notre venue aux Bermudes. Donc on a développé une plateforme de test dans un premier temps, qui en fait avait des coques de 45 pieds au lieu de 50. Et par contre, beaucoup d'éléments de ce bateau test se sont retrouvés sur le bateau final pour réduire les coûts et pour aussi gagner en temps de développement, ce qui nous a permis à nous en électronique, en structure, enfin dans tous les domaines, de pouvoir développer une plateforme et de naviguer dessus avant de pouvoir naviguer sur le bateau final. Un développement qui s'est fait en une année pour dimensionner tous les systèmes, hydraulique, électronique, bien sûr les foils, les appendices, tous les systèmes, on a eu un an, donc c'est un délai très court par rapport aux autres équipes qui avaient déjà fait la précédente Coupe de l'Amérique. Donc on a dû avoir beaucoup de réactivité sur ce projet-là. Ensuite, de août à novembre 2016, on est parti en entraînement à l'école navale, à l'Envéoc Poulmic. Donc pour faire les entraînements justement avec le classe AC Test. Et ensuite, on a fait la modification du bateau, de décembre 2016 à février, en AC50. Puis l'envoi aux Bermudes de toute la base mobile et du bateau pour un début de navigation le 16 mars 2017 pour préparer les qualifiers qui commençaient le 26 mai. Donc délai de réaction très court, beaucoup de développement à faire. Donc on a été obligé d'avoir bien sûr beaucoup de réactivité et d'adaptabilité par rapport au système électronique, hydraulique et puis le reste du bateau. Je vais vous parler de l'électronique. Donc ici, je vous ai présenté un petit peu l'environnement dans lequel on travaillait. Donc un environnement assez hostile pour l'électronique. Donc là, on voit l'exemple d'une pédale de contrôle de foil, qui est dans un mélange d'eau de mer, d'huile hydraulique, de solvant, de colle. Donc ça, l'électronique, en règle générale, n'apprécie pas trop. Donc on a été obligé de dimensionner les systèmes pour qu'ils résistent aussi à ces contraintes environnementales. Donc on a quelques... c'est des bateaux qui sont régulièrement... Enfin, pas régulièrement, mais qui sont au milieu humide. Donc du coup... tous les systèmes qu'on voit ici, donc là on a des afficheurs à LED par exemple, on a un petit afficheur ici pour le barreur, des contrôles de foil ici, donc aussi en dessous, les pédales de contrôle de foil par exemple. Donc tout ça a été réalisé, imprimé en 3D, l'électronique intégrée dedans et tout le device étanchéifié. Donc on voit la multitude de contrôles parce que c'est des bateaux qui bougent évidemment sur les trois axes. Tout l'équipage avait beaucoup de contrôles. D'ailleurs il y avait une vraie démarche de transparence auprès de Groupama et de Franck. Donc
toute l'explication de tous ces contrôles est disponible sur Internet. Donc si vous avez la curiosité, si vous voulez voir comment fonctionnait ce bateau-là, c'est disponible. Ils détaillent vraiment leur poste et les actions sur les commandes. Voilà. Donc on avait des contraintes aussi, évidemment, de poids, comme dans chaque conception d'un bateau. Donc il fallait réduire au maximum le poids des équipements. Donc on est parti sur des solutions custom adaptées en fait à nos besoins et sans superflu. Et adapter bien sûr l'ergonomie du poste de bar à la multitude de contrôles et d'informations que peut avoir le skipper. Parce qu'en plus de contrôler les appendices, il doit bien sûr être concentré sur la régate, sur le réglage des foils, des safrans. Et ça demande beaucoup d'attention. Il faut vraiment des afficheurs pertinents pour que l'information bien sûr soit la plus facile à traiter et qu'on puisse multiplier les contrôles simultanés. Donc il a fallu aussi bien sûr travailler sur l'ergonomie, donc ce qui nous a amené à développer ces systèmes spécifiques. Voici. Donc il nous a fallu bien sûr aussi la réactivité et l'autonomie, parce que comme je vous le disais, on a commencé par un entraînement donc sur la base de l'Enveoc Poulmic. C'était dans le but de faire une grande répétition pour les Bermudes, donc travailler vraiment en autonomie, parce que quand on s'est retrouvé aux Bermudes, on était sur une île compliquée, enfin c'était compliqué logistiquement parlant, d'approvisionner des composants électroniques, du matériel de spare, de remplacement, et donc forcément on aurait été beaucoup moins réactif sur les développements. Donc on a eu cette démarche-là d'autonomie et aussi de réactivité, parce que comme on a fait beaucoup de tests de beaucoup de choses, beaucoup de commandes qui étaient modifiées régulièrement du jour, des fois pour le lendemain, pour modifier l'ergonomie, pour rajouter un contrôle, pour changer même la position d'un capteur, des choses comme ça. Donc on devait vraiment avoir cette démarche-là de réactivité. Donc les contraintes logistiques, hein, j'en ai parlé, d'approvisionnement aux Bermudes. Et l'adaptation aussi aux contraintes imposées par la jauge. On s'est rendu compte des fois qu'on avait fait des équipements qui n'étaient pas jauge compliant, donc on a été obligé de les modifier. Donc là c'est intéressant d'avoir aussi une imprimante 3D pour pouvoir modifier facilement un design et pouvoir l'adapter au plus vite sur le bateau. Et la production de pièces de rechange, parce que quand on faisait des entraînements, un problème électronique ou une casse d'une commande, ça pénalise évidemment la marge du bateau. Donc on est obligé de réfléchir en amont au design des pièces pour aussi simplifier ces processus de maintenance. Et si jamais on a un problème sur l'eau, de toucher le moins possible à l'électronique, parce que quand on commence à faire de la maintenance électronique sur l'eau, ça induit d'autres problèmes après par la suite. Donc on peut avoir aussi une démarche dans le design des pièces, de simplifier ces étapes futures. Donc on a utilisé du matériel, donc ça peut faire sourire évidemment, on a utilisé du matériel grand public, parce qu'au début on avait acheté cette imprimante pour réaliser du prototype, juste pour valider par exemple l'ergonomie d'une pédale de contrôle ou d'un bouton de barre. Et en fait ce produit-là s'est révélé être indispensable pour nous après par la suite, donc on l'a gardé. Et on n'a pas évolué sur une machine différente parce que ça convenait à nos attentes dans l'immédiat. Donc c'est l'imprimante Ultimaker 2+, donc avec dépôt de matière. On a eu un volume d'impression qui est correct, plateau chauffant qui permet donc l'utilisation de différents matériaux, et une machine donc nous on juge fiable par rapport aux maltraitances qu'elle a pu subir, donc au niveau transport, travail en milieu humide aussi, parce que bon, on travaillait dans des containers sur une base mobile, et par rapport à l'utilisation intensive qu'on en a fait. Et en matériaux, on a fait le choix d'utiliser du CPE, donc un copolyester, parce qu'on a fait plusieurs tests par rapport aux contraintes environnementales qu'on avait. On s'est rendu compte que ce matériau-là était très résistant aux produits chimiques, notamment l'acétone, les cols, les produits de nettoyage qui peuvent être utilisés donc, dans les coques du bateau pendant les phases de maintenance. Et une bonne adhérence des couches aussi, qui évite la délamination en traction. Donc je vous montrerai ça sur un exemple de pédale juste après. Et une vitesse, par contre, une vitesse d'impression relativement lente. Bon, ça reste une imprimante grand public. Faut compter, pour imprimer une pédale, comme je vous ai montré tout à l'heure, il faut compter 20 heures d'impression. Donc faut anticiper un petit peu. Et ce matériau-là aussi fait qu'on ne peut pas imprimer à la même vitesse qu'avec de l'ABS ou des choses comme ça.
Alors je vais commencer par vous montrer un panel de pièces qu'on a pu imprimer 3D pour adapter donc, des capteurs. Donc par exemple là on voit l'exemple d'une caméra donc, qu'on a adapté. Donc on a pris une solution du marché donc, qui est complètement étanche et qu'on a voulu adapter à notre bateau parce qu'on avait donc pendant les entraînements on avait l'enregistrement avec plusieurs caméras de plusieurs postes, des appendices, des choses comme ça. Donc on voulait un enregistrement long et sur les batteries ça tient pas. Donc là par exemple on a créé une adaptation en fait, électronique qu'on a pu ensuite coller directement sur la caméra, étanchéifier, et qui donc, a permis de faire toute la campagne sans problème majeur d'infiltration d'eau ni rien, donc ça s'est révélé assez concluant. D'autre part, on a utilisé d'autres capteurs où on peut ajouter une interface électronique directement sur le capteur, et ça permet de générer un boîtier autour et puis d'adapter du coup le matériel du commerce à notre utilisation. Des supports de capteurs aussi, donc ce support de capteurs du marché qu'on peut après intégrer sur notre plateforme en prenant compte de la forme du bateau et pouvoir donc adapter ces fittings-là à notre utilisation. Et en dernier lieu, là on voit par exemple un capteur qui a été une adaptation pour un capteur de mesure en fait, de rotation d'une pièce mécanique. Donc on a pu directement dessiner en prenant comme exemple le moule mâle du dessin CAO qu'on avait du design. Donc on a généré cette pièce au-dessus, on l'a imprimée et on l'a installée sur le bateau. Donc ça nous permet d'adapter en fait, les solutions à notre plateforme. Donc là c'est toute la partie commande. Donc là c'est les pédales de commande de foil. Ça c'était des prototypes qui avaient été développés pendant la phase aux Bermudes. Donc on avait besoin en termes d'ergonomie d'avoir, il y avait plusieurs contraintes, notamment ça commence par les demandes bien sûr des navigants qui ont des requêtes spécifiques. Et par exemple cette pédale là c'était la pédale de descente de foil. Donc il y avait deux possibilités, enfin deux clics on va dire. Donc quand on cliquait, enfin quand on appuyait un petit peu sur la pédale, ça provoquait la descente du foil, et quand on l'appuyait complètement, ça provoquait la descente du foil et d'autres actions en plus. Donc il fallait séparer les deux mouvements tout en gardant l'ergonomie avec le feedback, parce que quand ils sont en train de barrer le bateau bouge dans tous les sens, et il faut vraiment que ce soit accessible et ergonomique à ce moment-là. Ça c'est l'exemple d'une pédale qu'on a réalisée, donc qui a fait toute la campagne donc, en AC45 et en AC50 après. Et une autre qui a un design un peu différent, avec donc sur laquelle on avait mis un capteur à effet Hall pour mesurer exactement l'angulation de la pédale, et qui nous permettait aussi d'interagir sur les foils, et qui a été aussi du coup intégré au bateau. Donc ces pièces-là ont été imprimées sur ce plan-là. Donc comme je vous disais tout à l'heure, il y a quand même des bonnes résistances mécaniques sur ce matériau-là, parce qu'on n'a pas observé de délamination ici au niveau de l'axe, qui pourtant subissait des efforts assez rudes du fait que là il y avait un ressort donc bien sûr pour repousser la pièce. Et il faut imaginer que cette pédale-là était au fond du cockpit, donc quand les navigants pendant une manœuvre passent d'un bord à l'autre, des fois ça a tendance à aller vite, et il peut y avoir des chocs évidemment liés au déplacement des navigants, et donc on n'a pas observé de casse plus que de raison. Ça a tenu assez bien. Et ça nous a aussi permis d'utiliser des capteurs en lesquels on avait confiance, parce qu'on a pu tester avant la résistance aux produits chimiques, à l'huile hydraulique, à l'eau de mer, à l'imperméabilité, et de pouvoir adapter des capteurs qu'on connaît, pour réaliser des pièces sur mesure tout en utilisant les mêmes capteurs. Donc on peut avoir une modularité là-dessus. Maintenant je vais parler de la partie afficheur. Donc pareil, on est toujours sur le poste de barre. Alors, on a plusieurs infos. Donc ici, on a des écrans qui ont été développés en interne. Donc toute la partie électronique a été développée en interne. Après, on a donc du coup créé le boîtier pour aller s'adapter en fait à l'électronique, et pour bien sûr garantir l'étanchéité du produit, on l'a ensuite noyé dans une résine. On voit par exemple que là on peut optimiser un petit peu la forme du boîtier. Là on voit que les découpes qui sont à l'intérieur sont en fait les découpes qui correspondent aux puces qui sont sur la carte électronique. Donc ça nous permet de gagner en poids bien sûr, parce que tout ce qu'on a en résine ici, donc en nid d'abeille en dessous, tout ce qu'on a
en filament et donc en nid d'abeille, c'est du poids en moins en résine dans l'équipement. Donc on était sur ces écrans-là connectés sur un bus de données, donc l'électronique bien sûr faite sur mesure et s'interfaçant avec tout l'électronique du bateau. Donc l'électronique c'est plus mon cœur de métier et ensuite on faisait l'adaptation mécanique après avoir fait l'adaptation électronique. De la même façon, on a des afficheurs donc, qui étaient présents un petit peu partout sur le bateau, notamment pour donner des informations sur l'état de charge des accumulateurs hydrauliques, puisque les grinders étaient chargés de recharger en huile les systèmes. Donc c'était important qu'ils aient une information simple à traiter en leur disant bon, est-ce que vous êtes bien, pas bien. Donc ça c'est travail pour l'ergonomie et la visibilité, traitement de l'information plus rapide. Et donc du coup c'est des écrans qui ont été développés aussi sur mesure, qui sont interfacés aussi sur un bus de données. Donc on a réalisé 2 demi-coques comme ça. À l'intérieur on mettait l'électronique qu'on trouve sur le marché, des rampes de LED classiques j'ai envie de dire, et après qu'on coulait du coup, qu'on noyait dans une résine pour pouvoir les intégrer directement sur la plateforme. Donc on voit encore les 2 pédales de contrôle de foil en dessous là, qui étaient donc à disposition du barreur pour régler ces foils. Alors le processus, l'impression 3D a un peu modifié notre processus de développement parce que maintenant on peut faire donc, le prototypage électronique, évidemment, ça c'est notre cœur de métier en électronique. Donc ça, une fois qu'on a validé, testé la solution, validé, interfacé avec notre système électronique, on va donc du coup réaliser les cartes électroniques qu'on va aussi souder en interne, programmer. Et en parallèle, on crée donc le boîtier. Donc ça, c'est des étapes. Voilà. Et après, on est en assemblage. Pardon. On est sur l'assemblage final. Donc, bien sûr, on met l'électronique dans le boîtier, on noie dans la résine et ensuite, on l'intègre à la plateforme, soit avec des collages ou des. Donc, tout ce processus-là, on peut le faire en interne. On avait donc, pour les besoins, bien sûr, de notre équipe, on faisait tout en interne, donc ça nous permettait de modifier tout ce qui est support, rajouter des fonctionnalités, mais aussi bien sûr de traiter en fait toute la chaîne dans une seule équipe. On était autonome aussi, quoi. Tout ça, ça a été fait par le département électronique et on n'a pas eu d'interaction avec le design, par exemple. On n'était pas obligé de leur demander de nous dessiner des pièces. Donc ça soulage aussi les autres équipes. Donc là, c'est une vue globale du système. Donc, la C50 dans sa version définitive, donc a couru pour la Coupe de l'América. Ici, donc on retrouve les pédales donc à 3 endroits différents. Il y avait des grinders qui avaient accès à une pédale aussi, parce qu'il y avait selon les manœuvres, ils utilisaient, c'est soit Franck, soit un grinder qui utilisait cette pédale-là. Voici. Des afficheurs, donc on en a plusieurs sur le bateau aussi, donc 3 par coque. Là, c'était des petits afficheurs aussi qu'on avait fait pour avoir notamment la vitesse sur laquelle travaillait, la vitesse sur laquelle étaient enclenchées les pompes hydrauliques. Donc ils savaient directement quand ils changeaient de bord, est-ce que je suis en vitesse 7, en vitesse 5 pour adapter aussi leur effort ou changer de vitesse. Et puis plusieurs afficheurs qui ont été intégrés à la plateforme. Et puis des supports de capteurs, donc soit un support de GPS ici ou un support de capteur ultrasonique là. Donc maintenant je vais vous parler moins d'électronique, plus de pièces structurelles. Donc ça c'est un collègue du coup qui travaille dans le design qui m'a transmis ce dessin là. Donc c'est une pièce qui a été réalisée en titane. Donc ici vous avez le foil en fait, donc le puits de foil. Le foil bouge dans 2 directions, donc le rake comme ceci, le cant comme cela. Donc ce vérin là permettait de sortir le foil et prenait des charges, enfin était dimensionné en tout cas pour prendre des charges de l'ordre de 6 tonnes. Donc c'est une pièce structurelle qui était sur ce tripode qu'on a réalisé. Donc du coup là il y a une étude qui avait été faite pour voir les efforts et le dimensionnement bien sûr de la pièce. Et cette pièce-là, nous l'avons fait réaliser par une entreprise française, Initial Prodways, en Savoie. Et du coup, voici la pièce finale. Donc avant de réaliser cette pièce-là, on a fait pareil dans le processus de développement, on a imprimé des éprouvettes qu'on a testées d'ailleurs avec le laboratoire à Lorient.
en traction, pour voir si les contraintes mécaniques étaient acceptables sur ces produits-là. Et donc ce que m'a dit la personne qui a dessiné cette pièce me dit qu'on a 90%, enfin c'est 90% de résistance par rapport à un produit qui aurait été usiné. Donc a priori, c'était la bonne solution, et pour un coût de production qui aurait coûté 1,5 fois plus cher en usinage. Ça permet de réaliser aussi une forme un peu plus complexe, parce que pour éviter l'arrachement sur le tripode, il y a des formes coniques, et la pièce nous est parvenue comme ça, donc il n'y a pas de travail après, plus que nécessaire. Donc l'exemple d'une pièce structurelle qui a été réalisée en impression 3D aussi, titane. Voilà. En retour d'expérience, moi, cette expérience-là, donc sur l'impression 3D, comme je vous le disais, on a une maîtrise complète de la chaîne, donc pour nous, c'est vraiment un confort. On peut dimensionner le système. Quand on a une requête de la part des navigants ou des boatbuilders, ils nous disent on veut un système comme ça, bon, on peut l'imaginer dans notre tête rapidement par rapport aux composants électroniques qu'on a, et dire effectivement, on peut réaliser cette pièce-là rapidement. Et en autonomie, donc le prototypage rapide bien sûr, après la réalisation du cahier des charges, donc qui est dit évolutif, qui peut changer du soir pour le lendemain, et le lendemain une séance d'entraînement, donc requête à nouveau, et donc un cahier des charges qui change comme ça assez régulièrement, donc qui nous permet de répondre aux demandes rapidement. Donc l'adaptabilité, voilà, donc des pièces réalisables pour s'adapter donc au design existant, donc au bateau qui est déjà construit. On peut s'adapter à la plateforme. Il y a une réduction de la masse des équipements. Et c'est réalisable donc dans un délai correct. La modification, je dis, parce que si on veut rajouter une fonctionnalité, il suffit de modifier une seule pièce, de l'imprimer, et ça prend quelques heures. La fiabilité, on a une bonne tenue mécanique, même pour des pièces fortement sollicitées, donc comme les pédales par exemple, qui ont été un petit peu martyrisées et qui ont bien fonctionné finalement. Et un vieillissement adapté aux conditions, donc l'eau salée, les solvants, l'huile hydraulique, comme j'en parlais. On a vraiment des pièces qui nous ont tenues pendant les 2 mois d'entraînement aux Bermudes qu'on n'a pas touchées. Donc, en général, on les casse justement en les enlevant, en les décollant du pont, et pas en utilisation. Et donc pour nous, bien sûr, c'est un confort pour la protection de l'électronique, parce que ça peut nous permettre de faire des moules pour donc les couler dans des résines et protéger l'électronique. Voilà, et puis là-bas la maîtrise des coûts aussi, parce que le processus de développement implique de développer beaucoup de prototypes en peu de temps, et du coup même on peut imaginer de réaliser beaucoup de prototypes pour pas cher au final, parce que sur une bobine comme ça en CPE, on est dans l'ordre de 50 € les 750 grammes, donc ce qui permet déjà de faire du volume à pas cher. Voilà. Et donc en perspective, pour nous, ce sera de l'utilisation d'une machine donc plus rapide, et puis technologiquement bien sûr plus avancée. Quand on voit tous les produits qui ont été présentés aujourd'hui, on voit qu'on pourra évidemment avoir des machines plus modernes, plus rapides. Et moi j'imagine aussi qu'on pourra peut-être imprimer des circuits imprimés directement en 3D avec du dépôt de matière, donc avec du dépôt de cuivre. Ça serait un grand plus pour nous. Et des matières plus structurelles, bien sûr, pour avoir des pièces plus légères, parce qu'on n'est pas des experts en matériaux, nous on est électroniciens, donc quand on dimensionne une pièce, on ne fait pas forcément une étude poussée sur les résistances mécaniques de la pièce. Et un volume d'impression plus grand pour réaliser par exemple des moules sur lesquels on pourrait draper du carbone, même si ça nous est arrivé d'imprimer des moules en CPE, en ABS, sur lesquels on venait draper du carbone pour réaliser une pièce. Et voilà, les applications à la course au large, on en a beaucoup parlé aujourd'hui. C'est vrai que les pièces en 3D métal, notamment avec les optimisations et tout, on peut imaginer qu'on peut avoir une réduction, de poids assez phénoménale en analysant pièce par pièce. Je pense qu'on peut gagner beaucoup. Et peut-être une autonomie à bord pour réaliser des pièces de spare. C'est vrai que c'est plus simple d'emmener de la... Enfin, c'est difficile de dimensionner le stock de spare quand on part faire un tour du monde, par exemple. Ce serait plus simple d'avoir une réserve de matière et puis des plans 3D
sur informatique, du coup, qui pèse forcément moins lourd que de prendre 5 exemplaires de chaque pièce. Et donc l'impression d'un moule pour la réalisation de pièces en carbone de grande taille, voire peut-être des fairings aérodynamiques, des choses comme ça. Et pourquoi pas l'impression d'un bateau en 3D, on voit beaucoup dans la presse en ce moment, et puis les projets bretons comme Mini Sprint ou Livret à 26 qui ont dans l'idée d'imprimer complètement un bateau en 3D. Donc c'est peut-être l'avenir, si on imprime des maisons, on peut peut-être imprimer des bateaux aussi. Voilà, je vous remercie à tous pour votre attention, et puis si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas. Merci bien, tu vas venir t'asseoir, tu peux laisser ça là, je le laisse. Non, tu gardes ton micro, tu poses le télécommande, voilà, et tu vas venir t'asseoir. Alors, est-ce que vous avez des questions? Non, vous êtes scotché, comme à chaque fois. Pas de questions? Alors moi j'en ai une, au moins une principale. Si aujourd'hui Groupama Team France lançait une campagne maintenant, hypothèse, il y aura un département impression 3D avec 5 personnes, du matos énorme, ou est-ce que ça vous a convaincu que l'usage il pouvait être beaucoup plus large que celui que vous avez eu au début? On a bien vu que au début vous bricoliez un petit peu et puis l'usage s'est révélé en l'utilisant en fait. Ouais, alors après avoir un département consacré à l'impression. C'est l'expression, tu vois ce que je veux dire. Est-ce que vous en voyez un usage beaucoup plus important aujourd'hui? Nous, on l'a intégré complètement à notre processus de développement, donc on ne pourra plus s'en passer maintenant. Ce ne serait pas possible de revenir en arrière parce qu'on a cette facilité-là d'utiliser cette technologie et on pourrait pas revenir en arrière. Ce serait compliqué, c'est pas imaginable pour nous de revenir en arrière sur le fait qu'on l'a intégré à notre processus de développement, quoi. Est-ce qu'il y a des pièces auxquelles tu pensais, des usages auxquels vous avez pensé aux Bermudes ou à l'Envéoc et que vous n'avez pas mis en œuvre parce que vous étiez limité par le matériel, par l'imprimante 3D toute simple que vous aviez? Non, on n'a pas été limité. La majeure partie des développements a quand même été fait avant, donc sur la campagne d'entraînement à l'Envéoc. Après, on s'est heurté à des problèmes, notamment sur l'impression de moules d'assez grande taille. Donc on a été obligé de les découper en plusieurs pièces. Ça prenait énormément de temps. Et après de les réassembler pour pouvoir appliquer du carbone dessus. C'est un peu le problème qu'on a rencontré. Ok, écoute, merci beaucoup. Pas de questions? Merci. On va en rester là pour aujourd'hui. Carole, est-ce que tu veux dire un petit mot de conclusion? On peut applaudir encore une fois Nicolas. Merci. Viens dans la lumière. Merci. Écoutez, on a traité de beaucoup de sujets aujourd'hui. Enfin, je pense qu'on a fait un tour d'horizon assez important sur ce thème. Un sujet qu'on n'a pas abordé, c'est effectivement, et qui a été relevé par un des intervenants, c'est le sujet de la formation en amont. Je pense que c'est vrai qu'on a oublié ce point-là quand on a préparé la conférence, mais en tout cas, c'est apparu clairement qu'il y avait des besoins en formation pour pouvoir faire plus d'usage de ces technologies. Je ne vais pas refaire la journée, mais en tout cas remercier tous nos intervenants qui ont fait la qualité de cette conférence. Remercier Pierre-Yves aussi, nos partenaires, et puis tous les participants qui ont également sont venus écouter et aussi poser des questions. Et voilà, la qualité des échanges, je pense, était intéressante. Vous recevrez dans les prochains jours un petit questionnaire de satisfaction. On aime bien vous demander ce que vous en avez pensé. Et je vous invite donc à répondre. Vous serez peut-être relancé quelques fois de façon à y répondre. On aime bien savoir et avoir vos idées aussi sur les futures animations qu'on pourrait faire. Voilà, assez rapidement, je pense qu'on aura également aussi la captation qui sera disponible. Donc vous aurez le lien également. Vous pourrez très largement le diffuser sans aucun problème pour partager ce que vous avez vécu aujourd'hui. Voilà, et écoutez, je vous dis merci, je vous dis à bientôt. Les prochaines conférences Eurolarge, ce sera début 2018 et on vous tiendra au courant. Merci beaucoup, bonne soirée, au revoir.